Bienvenue dans le podcast En Transition qui donne la parole aux acteurs de la transition socio-écologique ici au Québec et plus largement au Canada. Aujourd'hui, nous recevons Julien Saguez. Donc, Julien est chercheur en biosurveillance au Centre de recherche sur les grains, le CERUM. Et avec Julien, nous allons essayer de comprendre comment finalement les acteurs de la recherche peuvent travailler mutuellement avec notamment les acteurs agricoles pour essayer de trouver des solutions qui permettent de limiter l'utilisation des pesticides, mais aussi de pouvoir s'adapter au changement climatique, notamment en lien avec les ravageurs des cultures. Bonjour Julien. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. On est vraiment très très heureuse de te recevoir. On a eu plusieurs séries d'épisodes qui parlaient un petit peu des solutions plutôt par des acteurs qui étaient sur le monde de l'agriculture biologique. Et c'était vraiment important pour nous, pour montrer aussi comment est-ce qu'il y a un accompagnement plus largement des acteurs du monde agricole pour pouvoir limiter l'utilisation des pesticides. C'est un petit peu tout ça qu'on voulait évoquer avec toi. Mais avant ça, on voudrait que tu présentes un petit peu qui tu es, tes travaux de recherche, ce que fait le CERUM, et puis nous parler un peu de ce terme biosurveillance que tu as dans ton titre. Oui, tout d'abord, moi je suis chercheur. J'ai fait mes études en France à l'Université de Picardie-Jules-Verne à Amiens, donc dans le nord de la France. Et puis je suis arrivé ici en 2008. J'ai travaillé pour Agriculture et Agroalimentaire Canada pendant quelques années, notamment sur les problématiques dans les vignobles liées aux cicadelles de la vigne qui transmettent des phytoplasmes. Et puis depuis 2016, je travaille au CERUM comme chercheur. Je travaille notamment sur la biosurveillance. Et donc, la biosurveillance, qu'est-ce que c'est ? C'est la surveillance des insectes qui sont présents localement ici au Québec, qui inclut aussi les espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est tous les ennemis des cultures qui vont arriver justement avec les changements climatiques. Donc, on suit ces insectes-là de façon annuelle. Et la biosurveillance, c'est aussi donc de voir un petit peu quels vont être les impacts des changements climatiques, de faire de la prévention aussi, d'accompagner les producteurs, les agronomes dans le suivi de ces insectes-là, et puis de trouver aussi des méthodes qui sont alternatives aux pesticides, de les tester. Donc, ça peut être des méthodes biologiques, des méthodes mécaniques. Et puis, on parle aussi de pesticides parce que, ultimement, si on a testé différentes méthodes de lutte intégrée, les pesticides sont le dernier recours pour lutter contre les insectes. Et ensuite de ça, on fait beaucoup aussi de transfert de connaissances auprès des producteurs et des agronomes. Juste pour préciser, dans biosurveillance, c'est que les insectes ou on parle aussi de champignons, bactéries ? C'est ça. Moi, je suis entomologiste, mais on peut aussi parler de champignons, de bactéries. Donc, c'est ce qui est fait aussi par des phytopathologistes, par exemple. Il y a aussi la biosurveillance des mauvaises herbes. Donc, ça, c'est plus des malherbologistes qui font ce travail-là. Donc, au CERUM, on a justement ces différentes compétences-là. On a des entomologistes, on a des malherbologistes, on a des phytopathologistes, puis on a aussi d'autres personnes qui travaillent sur la sélection variétale, donc des nouvelles variétés qui vont être plus résistantes à certaines maladies, qui vont être plus résistantes à certains insectes aussi. Donc, on est un centre de recherche qui permet d'avoir une vision globale sur les grandes cultures. Donc, on parle ici de maïs, de soya et de céréales. C'est notre domaine. On est comme les leaders en fait au Québec, là, puisque c'est le seul centre de recherche qui travaille sur la culture des grains au Québec. Et alors peut-être avant qu'on revienne sur l'enjeu des pesticides au Québec et puis sur les solutions éventuellement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de justement ce rôle, ce positionnement entre la recherche et puis le monde du terrain ? Comment est-ce que ça se passe avec que ce soit les agronomes ou les agriculteurs dont on parle ? Comment est-ce que ces interactions en fait se passent au niveau de ces populations ? En fait, nous, on a la chance d'avoir au Québec ce qu'on appelle le réseau d'avertissement phytosanitaire. Donc, c'est un réseau qui regroupe à la fois des chercheurs, qui regroupe aussi des agronomes et des producteurs agricoles. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant toute la période estivale, on a des agronomes qui vont chez les producteurs agricoles et qui vont faire du dépistage, donc qui vont faire de la surveillance des cultures. Donc, ces agronomes-là, eux, vont collecter les données. Nous, on est en tant que chercheurs et puis le réseau, donc on a des protocoles de surveillance des ennemis des cultures. Donc, on envoie les agronomes faire ce dépistage-là et les agronomes ensuite nous renvoient les données qu'ils ont eues et chaque semaine, nous, on fait on collecte toutes les données et puis on va faire des avertissements phytosanitaires. On a aussi des bulletins d'information et donc ça permet donc de savoir quelles sont les populations, quels sont les niveaux de population, comment évoluent ces populations-là dans les champs, puis quelles sont les interventions éventuellement à faire si c'est nécessaire. Est-ce que tu as un exemple de peut-être crise passée qui a pu avoir... Vous avez dû lancer un avertissement On a régulièrement des avertissements qui sont faits. Donc, chaque semaine, il y a des avertissements. Donc, que ce soit un ennemi qui est déjà connu puis qui évolue rapidement dans la saison. Donc là, on informe les producteurs.
Donc, par exemple, on a le puceron du soya. Ça, c'est un insecte qui, lui, arrive à peu près au mois de juin. Et là, on voit des fois des explosions de population. Mais généralement, elles sont bien contrôlées par des ennemis naturels comme les coccinelles. Donc là, on avertit justement de l'évolution aussi des ennemis naturels. Donc, on dit aux producteurs, attendez de voir si comment les populations vont évoluer avant de faire un pesticide. Donc ça, c'est un cas. Ensuite de ça, le réseau d'avertissement phytosanitaire a aussi fait des avertissements sur la présence de nouvelles mauvaises herbes. Donc, au cours des dernières années, on a aussi toute la surveillance des papillons, des vers-fils de fer qui sont dans le sol, des différents ennemis des cultures. Là, on en suit à peu près une vingtaine chaque année dans le réseau, dans à peu près 500 champs à travers la province. Donc, c'est un gros réseau là, qu'on a ici au Québec qui est vraiment intéressant. Donc, effectivement, chaque année, on a des cas de population qui explosent ou des petites épidémies là, qu'il faut réagir assez rapidement. Puis, on se déplace aussi chez certains producteurs pour aller voir justement, puis augmenter en fait la surveillance, puis comprendre pourquoi dans ce champ-là en particulier, il y a eu des épidémies plus importantes que dans le champ du voisin ou dans d'autres régions. Donc ça, c'est notre travail de faire ça aussi. Et est-ce qu'à l'inverse, vous suivez les bienfaiteurs? J'essaie de trouver l'inverse des ennemis, des bienfaiteurs. Oui, les ennemis naturels, en fait, c'est comme ça qu'on les appelle, ou les insectes bénéfiques. Donc oui, on suit ces populations-là aussi. Comme je disais pour le puceron du soya, quand on voit qu'il y a des explosions de pucerons, on regarde aussi s'il y a présence des ennemis naturels. Donc là, je parlais des coccinelles tantôt, mais on a aussi des cirfes. Donc ça, c'est ce qui ressemble à des petites mouches, mais qui miment des guêpes. Donc ça, on est capable de les repérer aussi. Donc les larves, on fait un comptage aussi des ennemis naturels, justement, pour éviter éventuellement d'avoir recours à des pesticides. Parce que si les ennemis naturels sont présents, on va commencer par laisser agir les ennemis naturels en premier. Et ensuite de ça, si les ennemis naturels ne sont pas suffisants pour réduire significativement les populations sous un seuil qui soit acceptable pour les producteurs et pour la culture, pour la protection de la culture, à ce moment-là, on peut éventuellement envisager d'utiliser des pesticides. Mais pour le puceron du soya, en général, c'est rare qu'on ait besoin d'utiliser des pesticides parce que justement, les ennemis naturels sont présents. Donc, que ce soit les coccinelles, des cirfes, les punaises, mais aussi des parasitoïdes et puis des champignons aussi entomopathogènes qui vont cibler vraiment les pucerons. Donc, on a une belle gamme d'ennemis naturels qu'on suit. Puis, je parle là du puceron, mais pour d'autres insectes aussi, on en a qui sont présents dans les grandes cultures. Justement, quand on avait préparé l'entretien ensemble, tu nous avais parlé, si je ne me trompe pas, du vers-fil de fer et puis des travaux qui sont menés en lien avec la néonicotinoïde pour essayer de diminuer l'utilisation de ces pesticides. Peut-être avant de rentrer dans ce détail-là, essayer de te donner peut-être quelques éléments de contexte justement sur l'agriculture au Québec, les grandes cultures, cette volonté globale d'aller vers une agriculture plus durable, parce que comme je le disais au début, on a entendu plutôt des acteurs qui étaient en agriculture biologique, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs, la part que représente l'agriculture biologique au Québec, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui ne sont pas forcément au niveau de l'agriculture biologique, mais pour lequel il y a un accompagnement actuellement pour pouvoir limiter l'utilisation des pesticides. Donc, est-ce que tu peux donner quelques informations là-dessus? En fait, au Québec, ça représente les grandes cultures au Québec, ça représente à peu près 2% de la superficie du territoire québécois. Donc, les principales grandes cultures, c'est le maïs, le soya, les céréales. Et on a aussi des cultures niches comme le quinoa qui apparaît. On a le lin aussi qui peut être cultivé aussi au Québec. Et puis, tout ça, en fait, c'est soumis généralement à des agressions par des ravageurs des cultures. Et parmi les ravageurs des cultures, il y a principalement au début de la saison les vers-fils de fer. Les vers-fils de fer, c'est des insectes qui vivent dans le sol pendant plusieurs années. C'est difficile de les voir, mais souvent, ce qu'on voit, c'est les dommages qu'ils causent. Donc, souvent, il est trop tard pour agir quand on voit qu'il y a des dommages. Donc, ça peut causer des pertes de population, donc des pertes de rendement éventuellement. Et puis, pendant de nombreuses années, il y a eu des pesticides qui ont été utilisés, comme le lindane, par exemple, et ce pesticide-là a été banni dans les années à peu près 90-2000. Et on a vu, suite à ça, l'apparition de nouveaux traitements de semences. Donc, on enrobe les semences avec des pesticides, notamment les néonicotinoïdes, et on a aussi des diamides. Et ces molécules-là, en fait, les semences arrivent déjà enrobées avec ces traitements de pesticides-là. On sait qu'il y a des impacts de ces pesticides-là sur la santé, sur l'environnement. Et puis au Québec, on a une volonté là, depuis plusieurs années, avec plusieurs programmes successifs, de réduire considérablement l'utilisation des pesticides. Donc, on est parti, à l'époque, ça commence depuis plusieurs années déjà. Dans les années 2010-2011, on a souhaité voir un petit peu quels étaient
les impacts de ces pesticides-là sur les grandes cultures, sur les ennemis qui étaient présents aussi, puis sur les pollinisateurs. Donc, il y a eu plusieurs travaux qui ont été effectués et on s'est rendu compte que il y avait des contaminations au niveau des abeilles, par exemple. Et ben, il y a eu des travaux aussi qui ont été faits sur les vers fils de fer parce qu'on voulait savoir est-ce que les traitements de semences qu'on met au champ, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire dans tous les cas? Et en fait, c'est ça, il y a eu plusieurs projets de recherche qui ont été faits par Geneviève Labrie, qui était au Sérum avant moi. Et Geneviève a mis en évidence qu'en fait, il y avait seulement 5% des champs au Québec qui nécessiteraient l'utilisation de traitements de semences parce qu'il n'y avait pas forcément un effet sur les rendements, un effet bénéfique. Certains, oui, dans certains champs, on voyait qu'il y avait un effet bénéfique, dans d'autres, non. Mais l'utilisation de pesticides n'était pas nécessaire dans tous les champs. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça pour essayer de comprendre quelles étaient les espèces aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a le réseau de surveillance. La biosurveillance, c'est aussi ça, c'est de comprendre la biodiversité, c'est de comprendre les cycles de vie, de comprendre comment les insectes font des dommages sur les cultures. Et notre rôle, ça a été justement de produire des guides, de produire des documents qui démontrent en fait la présence et l'abondance de ces ravageurs-là dans les grandes cultures. Peut-être avant que tu nous expliques un peu plus en détail là, cet exemple-là, moi je voudrais revenir sur un terme qu'on a entendu quand justement on parlait un petit peu de cet enjeu-là au Québec, c'est le principe de prescription versus le principe de précaution qu'on entend plus souvent en France. Mhm. Je trouve ça intéressant peut-être de revenir là sur les néonicotinoïdes parce qu'en plus c'est des substances qu'on fait de grands débats en France sur l'interdiction, puis finalement certaines dérogations. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement cette différence de positionnement et justement comment est-ce que vous allez essayer de travailler pour trouver des solutions pour accompagner ce principe de prescription? Oui, ben en fait, on sait que les agronomes sont très proches des producteurs agricoles. Donc, ils ont ce rôle de prescrire, un peu comme un médecin va prescrire des médicaments pour une problématique. Et là, l'agronome a ce rôle-là. Donc, il fallait qu'on accompagne l'agronome justement pour savoir est-ce qu'il a besoin ou non de recommander des pesticides. On n'est pas obligé d'en utiliser partout, hein, comme je le disais. Donc, nous, on a travaillé avec ces agronomes-là. On a été chercher des données et puis on a développé des outils aussi qui permettent d'accompagner les agronomes et les producteurs dans le choix pour savoir s'ils doivent ou non utiliser ces pesticides-là. Donc, on a développé notamment l'outil VFF Québec, qui est une plateforme, en fait, où les gens peuvent rentrer leurs informations, saisir des données de dépistage, et ça leur dit si on a atteint un seuil d'intervention ou non. Et ensuite de ça, ils peuvent prendre la décision de traiter ou non. Alors ça, c'est un des outils qui existent, mais justement, on a aussi d'autres outils. Les agronomes peuvent aller documenter ce qui se passe dans le champ, donc en faisant notamment l'évaluation des dommages aux plantules en début de croissance, donc de voir s'il y a une perte de population. Puis s'il y a une perte de population ou s'il y a des plants qui sont plus petits, de déterrer ces plants-là, de regarder s'il y a des vers fils de fer, donc de savoir si c'est vraiment la cause de ça. Donc, il y a vraiment un accompagnement qui se fait. C'est pour ça la prescription. Puis tout ça a amené à beaucoup de travaux, notamment le ministère de l'Environnement a travaillé sur ça. L'Ordre des agronomes du Québec a fait une ligne directrice aussi. Donc, j'ai participé avec... Il y avait autour de la table des compagnies phytosanitaires, il y avait des chercheurs, il y avait des agronomes du MAPAC, des agronomes aussi de l'Ordre des agronomes du Québec. Donc, il y avait toute une équipe qui a travaillé sur cette ligne directrice-là pour justement essayer de réduire, basé sur des faits scientifiques, pour réduire l'utilisation des pesticides et des néonicotinoïdes. Donc, ça a été la première phase. Mais rapidement, on s'est retrouvé avec des nouveaux traitements de semences qui n'étaient pas, eux, dans la réglementation, donc comme les diamides. Et c'est ça, il y a eu une nouvelle phase de réglementation qui a été faite, avec notamment la nouvelle réglementation qui est en vigueur depuis le 1er août 2025, qui vise notamment à devoir justifier toute utilisation de traitement de semences insecticides pour lutter contre les ravageurs des semis. D'accord, donc ce que je comprends bien en résumé, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une interdiction au niveau réglementaire de la substance, mais par contre un travail de rationalisation de l'utilisation au regard du besoin de la parcelle ou de la culture qui est concernée. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, on essaie de réduire justement en sélectionnant les champs où il y a vraiment besoin. Parce que il y a pas encore vraiment d'alternative aux pesticides, mais on sait qu'on peut réduire considérablement, étant donné qu'il y a 95% des champs où il n'y a pas normalement de risque d'avoir des dommages. Donc ça, c'est un bel exemple justement de réduction de pesticides. Puis ça va dans le cadre aussi du plan d'agriculture durable du gouvernement du Québec qui vise à réduire de 50% l'utilisation des pesticides, puis de réduire aussi les risques pour l'environnement et pour la santé. Donc
on est dans ce cadre-là, dans cette démarche-là. Et justement, sur cet exemple dont tu nous parles du verre de fer, est-ce que vous avez déjà suffisamment de recul pour voir une diminution de l'utilisation des néonicotinoïdes ou du diamide, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour voir l'efficacité de ces outils, de ces méthodes que vous Non, utilisez? c'est ça. En fait, on voit déjà l'impact, notamment la réglementation sur les néoniques. On va dire les Oui, néoniques. ça semble plus facile à dire. Je te remercie pour cette proposition. Ouais, c'est ça, mais c'est le terme qui est souvent utilisé. On parle souvent des néoniques et on a vu justement, suite à la mise en place de la première réglementation, une diminution importante là, de l'utilisation des pesticides à partir de 2018. Donc, ça diminue aussi les concentrations de ces pesticides-là dans les cours d'eau. Puis aujourd'hui, on a très peu de producteurs qui utilisent les néoniques. Par contre, on avait vu qu'il y avait une augmentation des diamides à la place. Hein. C'est ça un petit peu qui s'est passé. Et là, on va voir avec cette nouvelle réglementation-là, au niveau des ventes de pesticides aussi, au niveau de la présence de ces pesticides dans l'environnement, si ça réduit ou non, s'il y a un effet. Puis parallèlement, il faut quand même aussi qu'on continue à surveiller l'évolution des ravageurs, parce que c'est bien beau de dire on limite, on diminue l'utilisation des pesticides, mais il faut quand même voir si ça a un impact. Puis c'est une des craintes aussi des producteurs de dire, nous, on accepte de retirer les enrobages de semences qui sont présents dans nos champs, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va avoir des explosions de vers-fil de fer dans nos champs? Donc ça, c'est les craintes qu'il y a encore. Donc, il y a tout un accompagnement qu'il faut qu'il continue à se faire dans les prochaines années, justement, pour suivre ces champs-là, pour voir un petit peu l'évolution des populations de vers-fil de fer. Donc, c'est sur ça qu'on travaille. On continue à avoir un réseau de surveillance, on continue à avoir des outils, on continue d'accompagner les producteurs en allant chez eux, en faisant du dépistage, puis en regardant un petit peu ce qui se passe dans le champ. Oui, et puis avec l'enjeu aussi que tu dis, qui me fait penser à d'autres sujets sur lesquels j'ai pu travailler sur les substances chimiques, où quand il y en a une qui est interdite ou réduite, il y en a une autre qui arrive. Donc cet enjeu constant d'essayer de trouver de nouvelles solutions pour pouvoir réduire l'utilisation qui est jamais évidente à faire. Mais peut-être, tu nous avais aussi parlé qu'une partie de tes travaux était sur le lien avec le changement climatique et l'impact sur les ravageurs. Oui, c'est ça. On a fait des travaux sur la modélisation en fait des ravageurs qui étaient présents au Québec actuellement, et puis sur les ravageurs qui vont arriver au Québec dans le futur, là. Donc, on avait identifié plus de 250 espèces d'insectes et maladies aussi. On avait travaillé un petit peu sur les maladies qui pouvaient être des problématiques dans les grandes cultures. Et puis, on a regardé justement si elles étaient capables d'arriver au Québec et puis de s'installer au Québec. Donc, on avait au final sélectionné 5 espèces de ravageurs qui étaient potentiellement, qui pouvaient évoluer au Québec. Et puis, ce qu'on a fait après ça, on a travaillé avec Agriculture Canada, avec une équipe de modélisation qui permettait de voir avec différents scénarios de changement climatique l'évolution des populations dans le futur. Donc, à court terme, à moyen terme, et puis à long terme aussi, et de voir aussi avec les différents scénarios comment les populations allaient évoluer. Donc, on a fait ça pour plusieurs insectes, notamment pour la punaise marbrée ou la punaise diabolique, dépendamment comment on l'appelle. Et on a vu justement qu'il y avait possibilité que certains insectes augmentent leur population et puis se développent, puis soient capables de survivre à l'hiver au Québec, puis d'avoir un cycle complet qui se fasse. Il y en a même pour lesquels on a vu qu'il pourrait y avoir un allongement de la période d'attaque, donc augmentation de la vulnérabilité des cultures. Donc, on a mis en évidence quand même plusieurs choses comme ça. Et puis, ce qu'on voulait aussi voir, c'est quelles étaient les méthodes qu'on pouvait éventuellement mettre en place pour surveiller, pour lutter contre ces espèces-là quand elles arriveraient chez nous. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé avec des analogues spatiaux. On a été voir dans les régions qui ont un climat qui serait identique à ce que ce sera le climat au Québec dans plusieurs années, pour voir dans ces régions-là, qu'est-ce qu'ils utilisent justement pour lutter contre les insectes, qu'est-ce qu'ils font pour protéger leur culture aussi. Donc, c'est tout un travail qui a été réalisé à ce niveau-là pour ces 5 espèces-là qu'on supposait être possiblement présentes au Québec. C'est vraiment passionnant de toute cette partie, la modélisation, et je me demandais, dans le changement climatique, qu'est-ce qui fait qu'il y aurait potentiellement plus de ces espèces-là au Québec? En fait, ça, c'est spécial. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la présence ou l'absence, hein, parce qu'on a vu aussi que certaines espèces pouvaient perdre la possibilité de continuer à se développer au Québec. Nous, on se trouve au Québec dans une région qui est quand même assez nordique, donc on est souvent la limite septentrionale là, pour le développement de certaines espèces. Donc, il y a des espèces qui migrent chaque année chez nous pour se reproduire, pour faire une partie de leur cycle de développement et repartir vers le sud. Donc, ce qu'on voit, c'est que
ces espèces-là, l'aire de distribution va augmenter dans le futur. Ils vont pouvoir peut-être compléter leur cycle de développement. Donc, toute la modélisation sert à ça, à voir comment tout ça, ça va se passer, comment ça va se dérouler, et donc de pouvoir planifier à long terme quand les cultures vont être susceptibles d'être attaquées ou pas. Et puis, d'autres facteurs qui peuvent être considérés, c'est aussi le fait que les changements climatiques vont augmenter la température. Donc, dans certaines régions où il n'y avait pas de culture de maïs, par exemple, ou de soya, ben là, on va pouvoir cultiver ces cultures-là. Donc, on va avoir un déplacement aussi des populations d'insectes qui vont pouvoir se faire, et de maladies aussi, là. Donc, on commence déjà à le voir, hein, en Abitibi-Témiscamingue, on cultive un peu plus de maïs aujourd'hui. Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, on commence à avoir un petit peu plus de développement. Donc, ça va changer le portrait des ravageurs, ça va changer le portrait des maladies aussi dans le futur. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer aussi le choix des hybrides, qui vont être plus ou moins résistants à certaines maladies, à certains insectes. Donc, tout ça va avoir des impacts au niveau des changements climatiques. Tout ce qui est aussi les vents, on va avoir plus de tornades, peut-être, on va avoir plus d'ouragans qui vont avoir un impact aussi sur l'arrivée de ces insectes-là. L'hiver, les hivers qui seront moins rigoureux, mais avec des périodes de gel, des gels plus importantes. Ça peut aussi avoir un impact sur la survie des insectes des maladies qui passent l'hiver dans le sol. Les pluies plus abondantes, ces choses-là, ça peut aussi modifier les feux de forêt, hein. On sait que les feux de forêt peuvent avoir un impact aussi. Le fait que ça brûle, qu'on ait des fumées, on l'a vu notamment quand il y a eu des gros feux de forêt il y a quelques années. Il y a eu un déplacement de certaines populations d'insectes qu'on ne retrouvait pas à certains endroits. Ça a généré des dommages plus importants, pas forcément dans les grandes cultures, mais ça peut être aussi dans les forêts et ces choses-là. Donc, les changements climatiques peuvent avoir un impact à différents niveaux là, sur les populations d'insectes et d'ennemis des cultures. Et si on a des agriculteurs qui nous écoutent, qu'est-ce que toi, tu leur conseilles pour voir peut-être le résultat de cette étude ou s'informer pour prévenir au plus tôt En fait, l'arrivée de ces nous, on parasites? a réalisé des revues de littérature là, qui sont disponibles sur le site d'Uranos et sur AgriRéseau. Donc, c'est des ressources qui sont disponibles. C'est sûr que ça date déjà de quelques années. On a fait les travaux en 2017, mais il y a justement sur AgriRéseau, puis le fait qu'on fasse de la surveillance en continu de certaines espèces. La punaise marbrée, on la suit chaque année. On suit aussi plusieurs espèces de papillons. Donc, je les invite à suivre les avertissements qu'on fait chaque semaine, chaque année aussi, pour voir l'évolution. On a des graphiques d'évolution des populations, on a nos avertissements, on a des bulletins d'information aussi qui sont réalisés. Donc, ça permet justement aux producteurs de rester informés sur l'évolution des ennemis des cultures, puis aussi aux agronomes là, qui souhaitent accompagner leurs producteurs, là. Alors, du coup, tu nous as parlé de l'arrivée de certains ravageurs éventuels en lien avec les changements climatiques. Est-ce que vous anticipez aussi, est-ce que vous savez déjà s'il va y avoir aussi l'arrivée de certaines insectes bénéfiques liés à ces changements climatiques qui permettraient finalement de soit pouvoir limiter la présence d'insectes ravageurs déjà présents, soit aller contrer ceux qui risquent d'arriver? Oui, tout à fait. C'est ça, justement. On regarde, en sachant comment les insectes sont attaqués par des ennemis naturels ailleurs, on regarde s'ils vont venir avec leurs ennemis naturels ou si on est capable d'introduire ces ennemis naturels là. Puis il y a des bons exemples, hein, comme la punaise marbrée diabolique. C'est une punaise qui a un ennemi naturel, puis on sait que cet ennemi naturel-là est déjà présent. On a aussi le cas pour le scarabée japonais. Là. Il y a un ennemi naturel, notamment les travaux de Jacques Brodeur à l'Université de Montréal. On sait que l'ennemi naturel est présent. Maintenant, c'est de voir est-ce que l'ennemi naturel va pouvoir s'établir, est-ce qu'on va pouvoir augmenter les populations de cet ennemi naturel-là de façon significative pour réduire les populations. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de projets en cours là, sur ça. Mais oui, on a bon espoir que justement, avec les ravageurs, on puisse avoir aussi les ennemis naturels qui arrivent. Et inversement, tu disais qu'il y a des espèces, des insectes qui vont disparaître avec le changement climatique. Est-ce que tu as des exemples de ces bonnes nouvelles pour Pour les producteurs, oui, pour les effectivement. producteurs? C'est une moins bonne nouvelle pour la biodiversité. Là. On le voit, on le sait, hein, on a moins d'insectes sur nos pare-brises de voitures, ces choses-là. Donc, c'est global. C'est pas juste ici au Québec, mais c'est un petit peu partout à travers le monde qu'on voit qu'il y a une baisse de biodiversité et notamment les insectes en font partie. Mais ce qu'on voit à notre échelle, c'est que, par exemple, la légionnaire uniponctuée, qui est un papillon qui fait des dommages sporadiques de temps en temps, avec le réseau d'avertissement phytosanitaire, on fait le suivi de cet insecte-là depuis les années 80.
1980. Donc, on a observé une diminution des populations de cet insecte-là. On a fait aussi des projets dans mon laboratoire pour voir justement, en mettant des larves dans le champ à différentes températures et aussi en laboratoire, donc dans des convirons, dans des chambres de croissance à différentes températures, voir comment l'insecte résiste aux températures élevées. Donc, on a des résultats qui montrent que les populations auront tendance à diminuer pour ces insectes-là. On sait qu'il y a d'autres insectes comme le puceron, tantôt je parlais du puceron, qui ne résistent pas bien aux très fortes températures. Donc ça se peut aussi que si on augmente les températures au-delà d'un certain degré, les populations diminuent aussi au fil du temps. Donc il y a des changements qui vont être bénéfiques dans ce sens-là pour les producteurs, mais comme je disais, tout est en évolution. Hein. On est dans la biologie, donc l'étude de la vie, puis ça bouge en permanence. Là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Pour nous, les chercheurs, c'est qu'on a du travail sur plusieurs années pour voir justement comment tout évolue. Puis on a aussi, c'est ça, le besoin de répondre aux questions des producteurs, savoir c'est quoi les menaces qui les attendent, puis celles qui vont diminuer éventuellement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de réalisation. Et par rapport à ça, est-ce que tu dis justement sur l'impact sur la biodiversité de manière générale? Je me demandais, parce que là, on a été très focalisé sur effectivement pour la diminution de l'utilisation des pesticides ou pour des enjeux agricoles. Est-ce que vous utilisez aussi la biosurveillance pour vérifier justement que, par exemple, l'apport d'insectes bénéfiques ou finalement des modifications d'utilisation de certains pesticides ont des impacts sur des insectes que vous n'avez pas suivre parce que pas directement liés à l'agriculture, mais qui sont importants pour la biodiversité? Oui, c'est sûr qu'il y a toujours le contrebalancement, hein, parce que si on vient rajouter des champignons entomopathogènes, si on vient rajouter des ennemis naturels, est-ce que ça a un impact justement sur d'autres communautés d'insectes? Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de trouver des souches, par exemple, de champignons qui vont être très spécifiques des vers fils de fer, par exemple. Donc, on travaille avec ces souches-là pour éviter justement qu'il y ait un impact sur les carabes, qui sont en même temps des prédateurs des vers fils de fer. On essaie de voir s'il n'y a pas d'effet secondaire là, sur les autres communautés d'insectes. Donc oui, c'est des choses qu'on regarde parce que c'est important de limiter les effets indésirables de ces nouvelles techniques-là aussi. Ça me fait penser quand j'habitais à New York en 2022. Je me souviens qu'on avait reçu une sorte d'alerte invasion de mouches qui étaient rouges tachetées avec des points noirs. Apparemment, ça venait des trains de marchandises qui avaient été le vecteur de cette invasion et ils avaient demandé à la population de les écraser dès qu'on en voyait une. Du coup, c'était drôle, on voyait les traders de Wall Street en costume avec leurs mallettes qui écrasaient les mouches dans la rue. Justement, les transports, le fait que c'est une des sources d'introduction des nouveaux ravageurs sur les territoires. Là. C'est pour ça qu'il y a les agences canadiennes d'inspection des aliments. Eux sont dans les ports, sont dans les aéroports aussi. Tu sais, quand on nous dit, quand on nous pose la question, quand on arrive aux douanes, est-ce que vous avez du bois, est-ce que vous avez des choses comme ça? C'est pas anodin, tu sais, est-ce que vous allez aller sur une ferme? Est-ce que vous... tu sais, tout ça, c'est des questions de sécurité aussi, parce que ça représente une question de sécurité alimentaire, mais aussi de sécurité pour la population, là, de voir si, justement, il n'y a pas un impact qui peut être fait. Puis souvent, les grosses introductions, le scarabée japonais, la punaise marbrée, c'est tous des insectes qui sont rentrés comme ça par transport, là. C'est parce qu'on a pris un pot de fleurs qu'on a transporté, qu'on a amené ici, puis on n'a pas détecté tous les pots, puis là, il y a un spécimen qui est sorti, puis ça s'est multiplié. Puis ça a gagné, puis là, ça s'étend, puis l'insecte trouve un environnement qui est favorable à son développement. L'ennemi naturel n'est pas forcément présent. Là, on teste des pesticides, on teste des choses comme ça. L'insecte devient résistant aux pesticides parce qu'on a mis des grosses quantités. Donc, dans la population, il y a une population qui devient résistante. Puis là, on repère le contrôle pendant une certaine période. Là, on introduit des ennemis naturels, mais c'est ça, c'est un cycle infernal. La coccinelle asiatique, c'est un bon prédateur pour le puceron. Mais c'est une espèce qu'on a introduite ici. C'est pas une espèce native. Donc, oui, il y a des espèces natives qui vont manger les pucerons, mais aujourd'hui, la coccinelle asiatique, pour certains, c'est considéré comme une nuisance. Tu sais, les gens qui se retrouvent au début de l'automne avec des tas de coccinelles qui sont collées sur leur porte ou qui rentrent dans leur maison, pour eux, c'est une problématique. Alors oui, on a introduit des insectes bénéfiques à ce moment-là, mais aujourd'hui, ils sont toujours bénéfiques, mais ils peuvent devenir une certaine nuisance. Puis on parlait justement des insectes qui sont, je pense à la punaise marbrée. Moi aussi, je suis allé aux États-Unis chez des collègues, puis ils sont infestés de punaises marbrées. C'est sur les murs des maisons, ils marchent, ils en écrasent. C'est ça. Puis il n'y a pas forcément de méthodes de lutte qui sont adaptées encore pour ces insectes. Donc, c'est toutes des problématiques, oui, effectivement.
l'introduction. C'est pour ça qu'on ne peut pas importer de la mimolette à cause de la croûte de la mimolette qui a des Avec insectes. des insectes, je pense que c'est plus des acariens dans Ouais, dans la je sais plus mimolette. Ouais. exactement, mais il y a quelque chose de Ouais. vivant dans cette croûte. Et justement, là, on va en profiter parce que c'est un passage intéressant. Tu as des conseils justement pour essayer de limiter l'introduction d'insectes ravageurs, enfin d'insectes globalement, à faire passer à nos auditeurs de rappel peut-être sur ce genre de choses? Ben, en fait, c'est ça, c'est vraiment de respecter les règles. Hein. C'est tu sais, justement, les mauvaises herbes, la Marronne tuberculée, c'est par exemple une moissonneuse-batteuse qui a été achetée aux États-Unis, qui est rentrée, qui avait été mal nettoyée et qui contenait des graines de cette mauvaise herbe-là. Donc, quand elle est rentrée au Québec, les premières moissons, ben, les graines se sont retrouvées dans les champs québécois. Puis là, ben, la mauvaise herbe s'est multipliée. Donc, de bien faire un nettoyage, de respecter justement tout ça. C'est sûr qu'on n'empêchera pas les insectes de rentrer, tu sais. Pour eux, il n'y a pas de frontières, là. Sauf si on fait justement de la surveillance. Il y a de surveillance qui est faite, là. Il y a souvent le MAPAC met des panneaux. Là, on peut voir sur certaines aires de pique-nique sur le bord des autoroutes. Attention, si vous détectez la présence de tel insecte, prévenez-nous. Donc, il y a des choses qui sont mises en place, là. Il y a, tu sais, il y a des informations, des fiches d'information qui sont disponibles. Donc, monsieur, même tout le monde aussi, là, c'est pas juste les producteurs, là. Tout le monde a sa part à faire dans ça. Puis je parlais aussi du bois. Tu sais, on va en camping, souvent ils disent attention de ne pas transporter tel bois, garder le bois sur place parce que ça peut contenir des longicornes, par exemple, ça peut contenir des espèces d'insectes qui ne sont pas présentes dans d'autres régions, mais que si tu transportes ton bois puis que tu remets ça chez vous, dans ton cabanon, ben, l'insecte lui, va pouvoir se développer puis aller coloniser d'autres arbres. Donc, c'est ça, faut vraiment être attentif puis bien respecter ces règles-là. C'est sûr qu'on n'empêchera pas la dissémination de certaines espèces, mais si on peut les limiter, ben c'est toujours un travail qu'on peut faire. Et peut-être pour continuer, on se demandait un peu quels étaient les grands défis pour le sérum, les projets un peu futurs que vous avez et comment vous jetez un petit peu pour la suite. On a beaucoup de défis, hein, justement, parce qu'on ne connaît pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Justement, l'arrivée de nouvelles espèces, que ce soit les mauvaises herbes, que ce soit les bactéries, les champignons, tout ça, c'est des défis. Il va falloir qu'on soit prêt à répondre rapidement aux producteurs, parce que quand il y a un champignon ou une mauvaise herbe, on le voit avec la marronne tuberculée, là, ma collègue qui travaille sur ça, ça a pris une expansion assez importante au cours des dernières années. Donc, il faut trouver des solutions rapidement. Mais en même temps, on sait que ces mauvaises herbes-là, par exemple, sont déjà résistantes à certains herbicides. Donc, on va avoir des défis aussi pour trouver des alternatives de gestion, comme le pyrodésherbage, comme différentes méthodes de culture. Au niveau des insectes, c'est pareil. On va devoir trouver aussi des méthodes rapides pour pouvoir lutter contre et puis juguler, en fait, les infestations. Donc, c'est des gros défis qu'on a. On peut aussi travailler, notamment nous, avec nos collègues qui travaillent sur la sélection variétale. Donc, pour trouver des nouvelles variétés qui vont être plus résistantes aux champignons, aux insectes, à différentes maladies aussi. Donc, tout ça, c'est des travaux qu'on peut faire. Donc, on a cette chance-là au Sérum d'avoir une équipe multidisciplinaire qui peut travailler tous en partenariat ensemble. Puis, on a aussi, tu sais, dans les défis qu'on a, c'est d'améliorer encore la performance, de mieux cibler les interventions. Donc, c'est aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle, de toutes les nouvelles technologies comme les drones, ces choses-là. Donc, tout ça, ça vient en plus se rajouter à nos compétences, à notre expertise. Donc, on développe des nouveaux projets là, pour faire de la surveillance en collaboration avec d'autres équipes parce que ce n'est pas forcément notre domaine d'expertise. Donc, on a ces différents projets-là qui nous permettent de faire tout ça. Donc, il y a des beaux défis puis des belles réalisations, je pense, qui s'en viennent. On a des projets, là, notamment avec des drones là, qui démarrent au cours l'an dernier, on a eu des projets, on en a d'autres qui démarrent maintenant. L'intelligence artificielle vient nous aider aussi à tout ça pour repérer, en fait, dans les champs, donc avoir une meilleure surveillance des champs, puis de pouvoir essayer de transférer ça aussi aux agronomes, de donner des outils nouveaux aux agronomes, puis aux producteurs aussi, parce que il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui s'équipent de drones et puis qui vont être capables de faire des interventions par eux-mêmes, de faire de la surveillance de leur champ. Donc, c'est aussi de continuer cet accompagnement-là avec l'évolution des nouvelles technologies qui s'en viennent. C'est ça qui est super intéressant aussi. C'est des beaux petits défis pour nous, là, d'acquérir ces nouvelles connaissances-là puis compétences qu'on peut transférer ensuite aux producteurs et aux agronomes. Juste pour bien comprendre, quand tu parles des drones, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ben, les drones sont là pour faire de la surveillance. Ils peuvent surveiller les champs, donc on peut dépister directement où sont présentes les problématiques. Ça va permettre de faire de la cartographie, de voir les problèmes
par exemple, de sécheresse qu'il peut y avoir dans les champs, les problèmes de maladies, les problèmes d'insectes, mais ça permet aussi d'intervenir éventuellement. Donc là, nous, on a par exemple des projets avec les trichogrammes, on fait de la pulvérisation, on épand des trichogrammes dans les champs donc pour lutter contre les insectes, mais on a aussi d'autres projets qui sont réalisés justement puis dans le futur, on veut plus spécifiquement peut-être pouvoir faire des traitements ciblés aux endroits où il y a de la problématique, notamment s'il y a un patch de mauvaise herbe, juste traiter ce patch de mauvaise herbe-là plutôt que d'avoir à traiter tout l'ensemble du champ. Puis ce qu'on voit aussi beaucoup se développer avec les drones, c'est les semis. Donc, qui dit semis avec un drone dit moins de compaction de sol. Ça permet aussi de rentrer dans le champ plus tôt. On a par exemple des semis de trèfle là, qui se font à la fin de l'hiver, maintenant là, au printemps. Avant ça, tu as besoin de rentrer avec de la machinerie. Le sol n'est pas encore à la bonne température ou il n'est pas la texture, tu risques de compacter le sol en passant avec de la machinerie. Là, le drone lui permet de semer certaines cultures. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits là, avec les drones. C'est super intéressant. Puis oui, ça va améliorer les cultures de couverture aussi, toutes ces choses-là qui vont améliorer la santé du sol. Il y a plein de choses là, qui sont faites à ce niveau-là. Donc, pour aussi, justement, essayer de réduire l'utilisation des engrais, ces choses-là. On le voit là, actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde. Là, c'est important aussi de trouver des solutions qui vont nous permettre d'être moins dépendants de certaines pratiques actuelles. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens là, au-delà de tous les noms d'insectes que je ne connaissais pas et que tu as évoqués pendant l'épisode, c'est la complexité finalement de trouver des solutions sur la limitation de l'utilisation des pesticides en lien avec les changements climatiques, tout en ne dégradant pas et en ne renforçant pas les impacts sur la biodiversité. Enfin, voilà, globalement, j'imagine que c'est pas simple de jongler avec tout ça. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est très éclairant d'avoir tous ces travaux que vous pouvez mener sur ce sujet-là. Généralement, donc, on finit à chaque fois nos épisodes par deux petites questions qu'on pose à nos invités. La première, c'est quels autres travaux est-ce que tu trouves inspirants ou prometteurs face aux enjeux d'agriculture durable? Comme j'en parlais hors onde, on a en fait, au Québec, on a la chance d'avoir eu au cours des dernières années la création de ce qu'on appelle le réseau québécois de recherche en agriculture durable. Donc ça, je ne veux pas parler d'un projet en particulier. Moi, je suis impliqué dans plusieurs de ces projets-là, mais ce réseau-là, c'est quand même une force qu'on a ici au Québec, puis au Canada, puis je pense que c'est assez unique au monde, là. Ça regroupe quand même 300 acteurs de transition, de changement, là. Donc, c'est des chercheurs universitaires, des chercheurs dans des laboratoires de recherche, des étudiants aussi. Donc, on forme aussi la prochaine génération. Puis, ce réseau-là, le RQRAD, c'est une manne de projets là, qui permettent justement de trouver des solutions aussi bien même au niveau économique, au niveau environnemental, pour justement réduire l'utilisation des pesticides. Donc, on a des beaux projets qui sont réalisés à travers ça. Je pense à des projets qui sont réalisés en agro-environnement, en agroforesterie, en Abitibi-Témiscamingue. On a des projets de surveillance avec des drones qui sont réalisés un peu partout à travers le Québec. On a plein de projets là, qui s'en viennent. Puis tu sais, ça génère de l'espoir, là. Je vois qu'il y a des choses qui se mettent en place, puis qu'il y a une volonté aussi de regrouper tous les acteurs de la filière agricole pour justement aller de l'avant et puis avoir un sol en santé, d'avoir moins de problématiques, puis de tous travailler ensemble. Ça, c'est génial. Et la deuxième question, c'était si tu as un message positif à faire passer à nos auditeurs. Oui, en fait, tout ce que je vois aujourd'hui qui se met en place justement avec le RQRAD, avec ce réseau-là, je me dis, il y a un bel espoir là, parce qu'on est avec des nouvelles technologies, on est avec des nouvelles méthodes. Il y a tout un ensemble de personnes là, qui ont cette volonté-là de changement, de transition. Hein? C'est le thème de votre podcast. Donc, on est vraiment dans une belle transition, selon moi. Et puis, il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place puis qui vont sûrement donner des effets bénéfiques là, pour les producteurs. Et puis, de travailler tous ensemble, je pense que c'est une belle façon de montrer qu'il y a une volonté là, d'assurer la qualité des aliments et puis aussi la qualité de la santé des agronomes, des producteurs qui travaillent sur leur ferme. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui se mettent en place puis qui vont être bénéfiques pour tout le monde puis pour le public en général là, qui va en ressentir les effets aussi, je pense. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous pour l'invitation. Belle journée à toi. Merci.